ce point, ne jamais acheter un hardware wallet ou recevoir un hardware wallet en cadeau, toujours l'acheter soi-même. Jamais. Quand tu as ta clé privée, c'est un peu comme si tu disais, moi mon argent il est pas à la banque, mon argent il est chez moi. Et chez toi, soit il est dans ton tiroir, soit il est dans un coffre-fort. Et tout à l'heure on parlait de mots de passe. Qu'est-ce que tu en penses des gestionnaires de mots de passe en ligne? Ils se sont tous plus ou moins fait hacker au moins une fois. Jamais stocké numériquement, c'est 12 ou 24 mots. C'est le b.a.-ba. Il faut mettre en place un tout est fait quand tu te connectes sur un échange. Quand tu détiens un secret, et que tu veux que personne d'autre l'ait, si t'arrive quelque chose, ton secret il est perdu. Donc tu as protégé ta crypto du vol, par contre personne ne peut la récupérer, donc est-ce que tu as finalement protégé ta crypto? Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Crypto Coulisses. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, à savoir comment sécuriser ses crypto-monnaies. Et pour ça, on reçoit Rémi Dalize, qui était ancien Head of Product sur la partie hardware chez Ledger et qui aujourd'hui aide les particuliers à sécuriser leurs crypto. Salut Rémi. Salut Gary, merci de me recevoir, ravi d'être là. Merci à toi, ça va être un épisode où tu vas nous apprendre pas mal de choses. J'espère. J'espère aussi. Comment sécuriser ses cryptos? Pour toi, rentrons dans le vif du sujet, c'est quoi un peu les grandes pratiques à avoir? Je pense que quand on se pose la question de comment sécuriser ses cryptos, il faut aussi se poser la question de quoi sécuriser, de quoi protéger en fait ces cryptos. Ouais. Et c'est en fonction de ces risques-là que tu vas mettre en place différentes solutions pour protéger tes cryptos. Donc ça dépend de comment tu stockes tes cryptos, comment tu gères tes cryptos. Venant en fait du portefeuille matériel du hardware wallet, j'aurais toujours tendance à dire que c'est toujours bien d'avoir un coffre-fort pour sécuriser tes cryptos. On peut développer là-dessus. Mais il y a plein de choses que tu dois mettre en place selon que ta crypto, par exemple, est sur un échange ou une plateforme d'achat-vente, une application, un site. Il y a plein de mesures en fait à mettre en place qui vont te permettre d'avoir un niveau de sécurité ou un niveau de contrôle un peu plus sécurisé qu'être en mode YOLO, tu vois. Ça va de sécuriser tes mots de passe. Enfin, il y a plein de choses que tu dois faire, quoi. Ouais, on va voir ça ensemble. En fait, il y a deux grandes façons quand tu as la crypto de la détenir. Soit tu la délègues à des tiers, soit tu fais ce qu'on appelle la custody toi-même. Tout à fait. Et l'idée, c'est pas d'être tout blanc, tout noir, c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. Parce que voilà, si tu détiens par exemple toutes tes cryptos sur, je sais pas, un hardware wallet par exemple, sur ta clé Ledger par exemple, tu vas avoir peut-être moins de flexibilité pour, je sais pas, vendre au quotidien. Après, c'est ce qui est quand même recommandé, c'est d'avoir la plupart du temps tes fonds, on va dire, sur un cold wallet. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, avoir tous tes fonds sur un exchange, c'est pas forcément recommandé parce que tu prends le risque, tu prends pas mal de risques qu'on va revoir. Et on peut commencer derrière par ces risques. C'est quoi finalement les risques d'avoir tes fonds sur un exchange? Alors déjà, c'est bien effectivement de rappeler qu'il y a quelque chose, un adage pour ceux qui peut-être arrivent dans la crypto qui dit « not your keys, not your coins ». Ça veut dire en gros, si tu n'as pas tes clés privées, tu n'as pas en gros le contrôle sur tes cryptos. Les clés privées, c'est un moyen en fait d'avoir le contrôle sur des cryptos qui sont sur la blockchain. Et quand tu achètes de la crypto-monnaie via un échange, et on va en parler, c'est l'échange qui gère et qui contrôle cette clé privée. Et ce n'est pas toi en fait qui a le contrôle. Les autres solutions, c'est des hardware wallets, d'autres software wallets qui vont elles te donner l'exclusivité sur cette clé privée et qui fait qu'en gros, tu as un accès direct à tes cryptos sans tiers de confiance. Donc quand tu es sur un échange, ça veut dire que tu passes par un tiers de confiance et tu lui fais confiance pour gérer tes cryptos. Alors tu les possèdes, mais via en fait l'échange. Et tu as plusieurs risques auxquels tu peux être exposé. Déjà, l'échange, ce sont des personnes qui gèrent, c'est une entreprise. Et donc, une entreprise peut potentiellement mal gérer son entreprise, peut potentiellement avoir des intentions frauduleuses. Donc du coup, quand tu as de l'argent sur un échange, il y a un des risques, c'est la fraude, la faillite par exemple. Ouais, on pense à FTX par exemple. On pense à FTX. L'autre, c'est comme c'est l'échange qui gère ta clé privée, c'est le piratage. Donc l'échange, c'est une plateforme qui est connectée pour gérer tes transactions au quotidien et qui peut être victime en fait de groupes de hackers qui vont se faire subtiliser leur clé privée ou qui vont être victimes de ce qu'on appelle de pénétration de leur système parce qu'ils ont des failles de sécurité. Et donc ça, c'est le deuxième risque, c'est qu'en gros, l'échange se fasse voler ses clés privées et les cryptos détenus par l'échange avec le vol de ces clés privées. Puisque si tu as accès à une clé privée, tu as accès au fonds, tu peux les dérober.
Après, tu as d'autres risques qui peuvent être aussi le fait que tes comptes peuvent être accédés en fait par des hackers aussi. Donc là, c'est pas l'échange, c'est pas la clé privée, c'est ton compte sur l'échange, ton adresse email, ton mot de passe, les droits que tu mets en fait sur ton compte. Et là, en gros, on peut accéder à différents comptes et vider les comptes, et le tien y compris. Et puis après, c'est plus des risques qu'on pourrait appeler, certains diront que c'est un peu idéologique, d'autres diront que c'est potentiellement normal, mais en fait l'échange il peut tout simplement te bloquer l'accès à tes fonds. S'il y a une crise sur les marchés par exemple et qu'il y a des problèmes de liquidité, tu peux avoir des retraits limités de façon temporaire ou prolongée. Ton compte peut être saisi aussi, tu peux avoir une pression, peut-être pas en France ou en Europe, mais gouvernementale ou de la justice qui va aller bloquer ton compte. Donc bon, si tu es honnête, ça ne devrait pas t'arriver, mais ça peut quand même arriver. Donc là, en gros, c'est que tu es empêché de gérer tes cryptos de la façon que tu voudrais, au rythme que tu voudrais et dans la proportion que tu voudrais. Et ça, c'est pas un risque de perte, mais c'est une friction qui peut être assez importante. Ouais. Et peut-être qu'il y a aussi le risque de bug, par exemple, que tel exchange n'arrive plus à sortir, je sais pas, les fonds de telle transaction. Tout à fait. Mais voilà, en tout cas, c'est tous les problèmes qui incombent à des plateformes centralisées. Oui. Et d'ailleurs, tu parlais de comptes hackés. Je pense que c'est important de revenir là-dessus, parce qu'effectivement, sur le cas où tu te fais, quelqu'un accède à ton compte, ça peut être une sorte de mot de passe, mais souvent, c'est quand même une sorte de boîte mail, non ? C'est un peu un mélange des deux en fait. Ouais. En gros, des attaques qui ont souvent lieu et pas que sur des échanges, c'est je m'identifie à ta place. Si c'est à ça que tu penses. Ouais. Et donc en gros, ton email il circule sur plein de bases de données qui ont potentiellement déjà été piratées. Et parfois, tes mots de passe ils ont aussi été leakés avec ces leaks de bases de données. Donc typiquement, je peux avoir le mail de Gary, son mot de passe qu'il réutilise d'ailleurs dans d'autres plateformes, aller sur l'échange et me connecter à sa place et essayer de voler les fonds. Donc c'est souvent un des vecteurs d'attaque qui a lieu et dans pas mal de choses, dans l'e-commerce aussi. Ouais, enfin, carrément. Ouais. Mais c'est vrai qu'une bonne pratique, du coup, c'est quand même d'avoir un mot de passe par compte, quand même. Et quand je dis compte, ça peut être, par exemple, je sais pas si vous avez un compte sur Binance, un compte sur Booking.com, un compte sur Airbnb. Ouais. Toujours avoir un mot de passe différent par site, en fait. Oui, alors ça, c'est difficile. Les gestionnaires de mots de passe aident. Après, il faut aussi faire confiance aux gestionnaires de mots de passe. Mais de toute façon, la bonne pratique, c'est de toujours avoir des mots de passe qui soient robustes et qui ne soient pas les mêmes. Robuste, c'est-à-dire vraiment, on parle de au moins 12 caractères avec des caractères spéciaux. 1, 2, 3. Voilà. C'est vraiment des caractères spéciaux, si possible, des mots de passe qui soient assez longs. Après, c'est pas la même chose de se faire pirater ton accès à, je sais pas moi, ton abonnement à ta salle de sport que ton accès à ton échange. Ouais. Donc après, tu peux... T'es pas forcément obligé d'être rigoureux à 100%, mais là où il y a de l'argent ou là où il y a des données critiques, tes emails ou de l'argent, là en fait il faut avoir des mots de passe qui soient robustes et c'est pas tout le temps en fait suffisant. Tu as d'autres mécanismes que tu dois mettre en place, que les échanges proposent aussi, que tous les utilisateurs respectent pas forcément. C'est la double authentification. Le 2FA. 2FA, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Et ça, c'est le b.a.-ba. Il faut mettre en place un 2FA quand tu te connectes sur un échange. Donc en gros, ça va être un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes et que tu peux en fait avoir via une application type Google Authenticator. Ouais, en fait, il y a plusieurs 2FA. Donc 2FA, c'est double facteur d'authentification ou de vérification. Et donc, tu as plusieurs façons de prouver que c'est bien toi. En fait, comment ça fonctionne, c'est je te vole ton email et ton mot de passe, donc a priori je suis toi, sauf que je suis à distance. Et donc le 2FA, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la personne qui détient réellement le compte ait un deuxième facteur de vérification que le hacker n'a pas. Ouais. En général, ce deuxième facteur d'identification, c'est un téléphone. Ouais. Et donc au sein du téléphone, tu peux avoir effectivement une app, un Google Authenticator. Il y a d'autres apps qui va générer un code aléatoire. Et lorsque le hacker se connecte à la plateforme, toi aussi en l'occurrence, on va te demander de saisir ce code qui est généré depuis ton téléphone. Ça peut être des SMS. Alors ça, c'est abandonné. De plus en plus. Alors, c'est marrant parce que pour venir au SMS, à l'époque, je crois que c'est surtout, par exemple, durant le bull market de 2017, tu avais quand même beaucoup... surtout aux États-Unis, j'ai entendu ces histoires-là, où en fait, tu avais des hackers qui appelaient l'opérateur mobile de la victime pour justement commander une nouvelle carte SIM ou je sais plus, et entre guillemets, prendre le contrôle de son numéro de téléphone.
C'est beaucoup moins vrai, voire pratiquement pas en France. Ça l'est beaucoup plus aux États-Unis et au UK, ou dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. En fait, c'est ce qu'on appelle du SIM swap. En fait, les contrôles là-bas des opérateurs, ils ne sont pas aussi robustes que les contrôles de nos opérateurs télécoms en France, par exemple. Donc, tu peux usurper l'identité de quelqu'un, appeler ton opérateur, dire « Voilà, je voudrais j'ai changé de téléphone, etc. » Et en fait, la personne va se retrouver avec ton numéro et une nouvelle SIM avec ton numéro sur son téléphone. Donc, ce qui est problématique. Ce qui est problématique parce que si la vérification, c'est recevoir un SMS et donner le code que tu as reçu par SMS, le hacker, il reçoit ce SMS et il peut donner le code et te voler tes fonds. C'est ça. Donc voilà, c'est que ce soit sur votre compte d'adresse mail ou le compte d'un exchange, voilà, quand même, c'est mieux d'éviter le téléphone. Ouais, tout à fait. Alors, d'éviter le téléphone, en tout cas, d'éviter le SMS. Le SMS, pardon. Mais des applications de tout effet comme Google Authenticator, bon, moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce qui est généralement utilisé. Ça, c'est bien. Et puis, c'est difficilement piratable parce que, sans rentrer dans les détails, mais ce code aléatoire qui est généré par cette application, il dépend d'une clé qui, elle, est liée à ton téléphone. Elle est unique, elle est liée à ton téléphone. Donc, c'est très difficile, si tu veux, de corrompre ce système-là. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé Fundera. Fundera, c'est un club d'investissement pour investir dans des fonds crypto triés sur le volet. Le ticket minimum pour investir dans ces fonds est normalement de 100 000 € en moyenne. Et grâce à Fundera, vous pouvez investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines opportunités proposées à la communauté, je vous mets le lien en commentaire. Et c'est reparti pour l'interview. Et tout à l'heure, on parlait de mots de passe. Qu'est-ce que tu en penses des gestionnaires de mots de passe en ligne, type, je sais pas, One Password, Dashlane Ils se sont tous plus ou moins fait hacker au moins une fois. Même Dashlane, par exemple? Dashlane, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, je vais pas dire de bêtises. Mais dans la mesure où il y en a d'autres qui se sont fait... Enfin, après, ça, c'est propre à chacun. Proton aussi en a lancé un. Ouais. Je l'ai jamais testé. Pourquoi pas, à la limite. Mais pour les échanges, moi, j'aurais du mal. Je préférerais avoir un mot de passe que j'ai généré moi-même, que je suis le seul à connaître. Et que tu stockes comment, du coup En général, c'est la mémoire. C'est-à-dire que tu te souviens de tous les mots de passe de tes exchanges Ouais. Ok. Ouais. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu oublies ton mot de passe sur ton exchange et que tu as un tout effet, en fait, il y a des procédures de backup. Donc, tu peux changer ton mot de passe. Tu as ton tout effet sur ton téléphone qui prouve que c'est bien toi qui veux changer ton mot de passe. Donc, ça, si tu veux, ça enlève du risque. Et au pire, tu peux refaire ton KYC qui est demandé par l'exchange, ta vérification d'identité, dans le pire des cas. Au pire. Après, bon, moi, je suis pas chaud sur les gestionnaires de mots de passe. Même ceux qui sont, par exemple, en local. Donc, c'est ce que j'allais te dire. Après, oui, par exemple, sur un Android ou sur un téléphone, un iOS, un Apple, tu as je sais plus comment ça s'appelle, mais donc, moi, je vais plutôt passer par l'enclave du téléphone pour gérer des mots de passe que par un site tiers avec des serveurs. Alors, il y a des serveurs derrière une enclave sur un téléphone, mais je préfère gérer des mots de passe via, par exemple, l'outil natif d'un téléphone Apple. Mais c'est personnel, que par des Dashlane ou des One Password. C'est très pratique, mais pour les échanges, je préfère pas. Ok. Et par exemple, avoir un email par exchange, est-ce que c'est... C'est peut-être un peu overkill. C'est un peu overkill. Ouais. Après, tout dépend de... Le mot, il est un peu négatif, mais de est-ce que tu es parano ou pas. Enfin, en fait, en fonction de ce à quoi tu estimes que tu es exposé, tu peux en fait augmenter ton niveau de vigilance et dire, voilà, moi je vais jusqu'au bout, et j'ai un email, un mot de passe différent pour chaque échange. Après, par contre, en termes de gestion, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je pense que déjà avec ton email, pourquoi pas différent des autres, mais même ton email, un mot de passe robuste et un tout effet, tu as déjà quand même un niveau de sécurité un peu plus important que la moyenne, quoi. Ok. Et par rapport à l'adresse mail toujours, non, on a fait le tour. C'est vrai qu'une autre question que je me posais, c'est plutôt sur la partie double authenticator, enfin la double authentification. Donc on a parlé de l'application Google Authenticator, mais il y a aussi les YubiKey. Donc en fait, ce sont des clés, on va dire, physiques, qui génèrent aussi un token à 6 chiffres renouvelé toutes les 30 secondes. Alors, pas forcément. Non, pas forcément. En fait, ce que fait cette YubiKey, qui est un morceau de plastique avec un chip à l'intérieur, avec une puce à l'intérieur, c'est qu'en fait, la première fois qu'il est initialisé, en fait, tu as une clé privée
qui est générée dedans. Cette clé privée, en gros, c'est toi qui la détiens parce que tu es le seul à avoir ce YubiKey, ce morceau de plastique. Et donc, ça va devenir ton deuxième facteur d'authentification lorsque tu vas te connecter à ton mail. Il faut savoir qu'en général, ça stocke 20 à 25, je pourrais dire, mots de passe différents pour simplifier. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Et en plus, il te faut un backup. C'est-à-dire qu'il t'en faut une deuxième. En gros, cette clé-là, si moi je te la subtilise et que c'est ton facteur d'authentification et que j'ai ton mot de passe, en gros, je peux me connecter et puis je vais amener ça près du téléphone ou le brancher sur le PC. Et en gros, j'ai une preuve physique qui est censée prouver qu'il n'y a que toi qui la détiens, mais je te l'ai volée, donc je peux l'utiliser. Et si tu la perds, en gros, alors tu as des mécanismes de backup où tu peux changer de tout effet, mais on conseille d'en avoir une deuxième. Donc après, ça commence à devenir un setup dans lequel tu as ton mot de passe, ton email, une clé externe que tu vas venir brancher ou poser sur ton téléphone, et puis une deuxième clé externe en backup de celle-ci. Moi, j'en ai une. J'ai commencé à l'utiliser, puis après, j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà, c'est vraiment... et encore une fois, si tu veux aller jusqu'au bout, c'est bien. Maintenant, il y a un trade-off peut-être à faire avec un 2FA sur un téléphone qui fonctionne très bien. Ok. Alors c'est vrai qu'on a parlé quand on parlait d'ailleurs de 2FA, c'est pour l'exchange et aussi pour ta boîte mail. Et une fois que tu as une boîte mail sécurisée, c'est pas pour autant que l'accès à ta boîte mail est sécurisé que un hacker peut pas accéder à ta boîte mail. Je m'explique, c'est-à-dire que si quelqu'un te dérobe ton téléphone et ou même ton ordinateur et que tu as ta messagerie qui est déjà connectée à ta boîte mail, ça peut être une porte d'entrée vers ta boîte mail pour, entre guillemets, reset le mot de passe de ton exchange. Et donc, là, le sujet, c'est comment tu arrives aussi à sécuriser, on va dire, tes devices pour... déjà, bien sûr, un mot de passe. Téléphone, aujourd'hui, ce qui est répandu, c'est mot de passe et puis maintenant biométrique. Donc Face ID ou le doigt pour les Android. C'est toujours le cas. Encore une fois, c'est bien parfois de partir dans les extrêmes, mais on le voit dans les films, des personnes allaient assommer ou kidnapper le téléphone, Face ID, tu fais comme ça. Et puis c'est encore plus facile que de forcer la personne à taper son code PIN sur son téléphone. Mais oui, il faut protéger en fait l'accès à ton téléphone et c'est code PIN ou Face ID en général. Et donc, sinon, c'est vrai, oui. Aujourd'hui, on fait tout avec nos téléphones. Si tu as accès au téléphone, tu as accès à énormément de choses. Ton email, ton échange. C'est ça. Après, voilà, une recommandation, ça peut être de se déconnecter de sa messagerie, par exemple sur ordinateur, mais bon. En termes de praticité, voilà, il y a un trade-off à faire. Oui. Bon, après, si tu veux, tu peux aller dans des cas encore plus... Tu peux très bien dire, moi, ma crypto, je la gère sur un PC. Ce PC, je l'utilise que pour ça. Il n'y a que mon échange dans mon browser et je me connecte à ce PC que pour ça. J'ai jamais téléchargé d'autres applications. Je ne vais pas sur les sites. Bon, en fait, tu peux... Tu peux aussi t'enfermer dans une cage de Faraday. Je veux pas dénaturer en fait le fait de la sécurité extrême. Mais après, il faut aussi que ce soit convenient à utiliser. Surtout si c'est des échanges pour faire de l'investissement ou du trading, où là, en fait, tu vas être souvent sur ton échange en train de faire des transactions. Mais justement, avoir un device dédié, donc par exemple un ordinateur dédié pour... aller sur les plateformes d'échange, tu penses que c'est un peu overkill? Après, tout dépend de ton usage. Je veux pas, en tout cas, je veux pas dire. Je respecte ceux qui le font. J'imagine qu'il y en a qui le font. Moi, j'en connais pas, mais ça pourrait être overkill. Alors, ceux qui le font ne se reconnaîtront pas là-dedans. Et puis, je comprends. Mais oui, je pense que c'est un peu overkill. En fait, tout dépend de l'usage. Je pense que si, effectivement, tu es un trader qui fait souvent ça, effectivement, ça peut être un plus. Si aussi, tu télécharges parfois un peu tout et n'importe quoi sur ton ordi, c'est quand même vivement recommandé. Tout dépend de... C'est toujours un trade-off, en fait. Et puis, tu vois, tu dis un truc très intéressant sur le fait de télécharger un peu tout et n'importe quoi. En gros, il ne faut pas non plus sous-estimer les failles comme les malwares que tu peux avoir installés sur ton PC sans le savoir et qui peuvent un peu espionner ton activité. Ces malwares, tu peux les avoir en ouvrant des emails que tu as reçus, qui sont des emails un peu spam, mais qui te proposent une promotion sur quelque chose. Et tu cliques, en fait, tu peux avoir un malware sans le savoir. Ça peut venir d'un document que tu as téléchargé sur un site de téléchargement. En fait, le malware, il peut venir par plein de biais, quelque part. Et tu as des malwares qui sont très performants, qui peuvent, en gros, avoir ce qu'on appelle des keyloggers. Donc, en gros, ils enregistrent ce que tu tapes. Donc, ça peut être, si tu tapes ton mot de passe en clair, ça peut le récupérer.
T'as d'autres types de malware qui vont aller taper dans ton presse-papier. Enfin, t'as des tas de choses qui peuvent, en gros, explorer ton ordinateur, un peu moins ton téléphone, sans que tu le saches. Tu vois. Donc une autre bonne pratique, c'est aussi peut-être parfois de temps en temps de faire tourner un antivirus pour être sûr que t'as pas quelque chose installé et qui fait des choses à ton insu. Et même sur Mac, parce que c'est vrai qu'on dit souvent sur Mac, il y a moins de... Ouais, en fait, ça c'était vrai il y a longtemps, 10-15 ans. Ouais. Là, aujourd'hui, non, c'est un peu plus une passoire qu'avant, quoi. Ok. Et c'est vrai que finalement, ne pas télécharger, quand tu fais du streaming, effectivement, il y a un risque de télécharger un malware. Quand tu es sur un site malveillant, il y a ce risque-là. Et voilà, même quand tu ouvres parfois un mail, ne pas télécharger des pièges joints d'expéditeurs qu'on ne connaît pas. Ouais, parce qu'on se dit souvent, ça arrive aux autres, ou c'est dans les films, où, en fait, pour un attaquant, faire une campagne de phishing, genre j'envoie un mail à 300 000 personnes. Dans ce mail, il y a un malware caché, j'ai cliqué dessus. Alors, moi, je ne connais pas les détails de comment ça s'installe, mais en gros, ça arrive. C'est gratuit comme attaque. Ouais. Alors, il a peut-être payé une base de données de 300 000 emails. Peut-être son taux de conversion d'ouverture de l'email, il va être très, très faible. Mais ça coûte rien. Et donc, parce que ça coûte rien, c'est pas parce que potentiellement tu n'es pas ciblé. Tu fais partie de la masse de gens qui sont attaqués et qui, peut-être par chance pour le hacker, vont cliquer sur le lien et ensuite vont... voilà. Après, il y a des malwares qui apparaissent, qui disparaissent, mais faut pas... Une bonne pratique aussi, c'est d'être toujours un peu... sur le qui-vive ou vigilant, quoi. Ouais, bien sûr. En plus, là, on parle de crypto, mais les gens se font pirater leur messagerie, les gens se font voler des informations sur leur ordinateur. On a vu là, souvent, il y a récemment, il y avait une vague un peu de comptes Twitter, donc sur X, qui se sont fait finalement hacker. Et on parle même, par exemple, je crois, de Trump ou Trump et Musk, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est de l'arnaque à l'influence, c'est-à-dire que leur compte se fait pirater. Bon, tu vois. Il y a même le compte de la SEC. Ouais. Oui, tout à fait. Security Exchange Committee, donc c'est le gendarme financier américain qui s'est fait hacker juste avant l'annonce officielle de la validation de l'approbation des ETF. Ouais. Donc et bon, la SEC, c'est pas toi ou moi, tu vois. Donc et donc là après c'est des arnaques aussi, ça c'est à l'influence, quoi. Si Elon Musk dit super, je chill, comme on dit, un projet, un coin, un token. Le promouvoir, en gros. Le promouvoir, donc là, bon, ça, c'est du scam, de l'arnaque bien arrangée. Mais... Ouais. Et donc, il faut, en fait, développer, je pense, quand tu investis de façon générale, plus dans la crypto, parce que c'est récent quand même, il faut développer ce réflexe-là d'être un peu méfiant et de ne pas penser un peu parfois naïvement que ça arrive qu'aux autres. Complètement. Voilà, quoi. D'être toujours sur le qui-vive. Et d'ailleurs, sur la partie exchange, pour aussi rajouter une surcouche de sécurité, est-ce qu'une bonne pratique, ça ne peut pas être non plus de whitelister les adresses de sortie de l'exchange parce qu'en général, si tu ne le fais pas, ça met par exemple peut-être 48 heures pour ajouter une nouvelle adresse et donc ça ajoute une sécurité en plus. Ouais. Oui, c'est pas mal. Après, si tu échanges beaucoup, si par exemple, le whitelist des adresses en général, c'est des adresses de dépôt ou de réception, donc c'est un autre wallet que tu as. C'est bien de les whitelister. Ça évite aussi d'autres types d'attaques comme l'adresse, ce qu'on appelle l'adresse poisoning, c'est où on empoisonne une adresse. Je sais pas si je peux en parler rapidement. Ouais, bien sûr. En gros, c'est moins courant maintenant parce que elles ont été détectées, elles ont été listées. Je crois que MetaMask a fait un gros travail là-dessus. Mais en gros, ton adresse, on va dire, j'ai pas le nombre de caractères, mais c'est 40 caractères. Et en gros, le hacker, ce qu'il fait, c'est que la crypto, c'est des blockchains décentralisées, c'est public, donc les adresses sont publiques. Et donc, en gros, ils vont générer des adresses qui sont très proches des adresses des particuliers. Et en général, c'est les 4, 5, 6 premiers caractères et les 4, 5, 6 derniers caractères. Et ils vont en changer. Et en gros, non, c'est les mêmes. D'accord. C'est au milieu que ça change. Ah, ok. Donc, en gros, tu reçois 10 €, un petit montant. Et en fait, la transaction rentre dans ton historique. Et c'est ton adresse, quoi. Et donc, le jour où tu veux transférer des fonds qui t'appartiennent sur cette adresse, par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas copier-coller cette adresse parce que c'est la dernière transaction que tu as reçue, tu n'as pas forcément fait attention. Okay. Et elle ressemble, à part au milieu, en tout point, à ton adresse. Et donc, wow, dans les faits, pas tout le monde vérifie les 40 caractères. Souvent, le réflexe, c'est les 4 premiers, les 4 derniers. Bien sûr. Donc, le fait de whitelister des adresses que tu considères comme
sûres parce qu'elles sont les tiennes et que tu utilises souvent, c'est quand même pas mal non plus, quoi. Il y a aussi peut-être la possibilité de mettre un deuxième mot de passe pour les sorties de fonds, quand c'est possible. Tous les exchanges ne le permettent pas. Le 2FA, il vient là, en fait, parce que quand tu te connectes à un échange, ton 2FA, il n'est pas demandé à chaque fois. Oui. Il y a une mémoire, ça peut être 30 jours, puis souvent on te dit, voulez-vous rester connecté? Ça, c'est le premier point, mais ensuite tu peux avoir des règles où tu dis que tu veux qu'on te demande ton 2FA pour chaque transaction, par exemple. Donc, ça, c'est une bonne pratique aussi. Mais d'ailleurs, c'est un bon point. Peut-être qu'une bonne pratique aussi, c'est par exemple, si tu trades depuis ton ordinateur, ne pas avoir le 2FA aussi sur ton ordinateur, mais sur un autre device. Comme ça, si tu te fais dérober ton ordinateur, qui n'est pas toutes les informations sur l'ordinateur finalement. Mais c'est pour ça que Google Authenticator, je ne fais pas la promo de Google, mais ça marche bien parce que tu l'as sur ton mobile, tu trades sur ton ordinateur, la transaction, avant d'être validée, on te demande de valider avec... souvent, c'est double. Sur Binance, par exemple, je me rappelle, tu recevais à la fois un email avec un code et on te demandait de mettre le code de ton 2FA. Ce qui est contraignant, c'est une friction, mais ce qui est le max en termes de sécurité. Puisque pour valider ton transaction, tu reviens sur ton interface Binance et puis tu saisis le code que tu as reçu par email et le code que tu as sur ton Google Authenticator, sur ton téléphone. Et donc, tu as 2 devices. Mais effectivement aussi, c'est peut-être un bon conseil de se déconnecter de l'exchange si vous n'êtes pas amené à trader de façon journalière. Un autre sujet dont je voudrais qu'on parle, du coup, on a commencé, c'est la connexion Internet. Déjà, est-ce que utiliser un VPN, ça sert vraiment à quelque chose pour ta sécurité en ligne ou pas? Est-ce qu'il y a un risque de hack ou finalement c'est plus pour ton anonymat en ligne, mais ça n'a rien à voir avec la possibilité de se faire hacker? Non, c'est une bonne question et c'est plus un sujet de privacy en fait, de confidentialité, le VPN. Tu utilises un VPN quand tu veux pas qu'un tiers en gros puisse savoir quel site tu consultes, te prenne des cookies, en gros prennent des informations personnelles, on va dire. Donc c'est pas... Après, je maîtrise moins, mais le VPN, pour moi, c'est plus de la confidentialité que le risque de te faire hacker, quoi. Ok. Et le fait de se connecter à un Wi-Fi public, est-ce que ça représente un risque? Je peux pas te dire qu'il n'y a pas eu de cas, mais hors crypto, dans lequel, en te connectant à un Wi-Fi public, des personnes n'ont pas été fichées, elles n'ont pas reçu un malware ou le réseau... le trafic, le network n'a pas été détourné, ou en fait, tu es dans un Wi-Fi public d'hôtel. Je sais pas, on peut imaginer un cas où tu es à Token 49, tous les hôtels autour, c'est un événement crypto très connu, et tu peux dire, je me mets sur le Wi-Fi de l'hôtel, et puis peut-être un hacker a préparé son coup, et puis il va détourner le réseau, et il va t'amener sur des sites qui ressemblent à des échanges. Enfin, ça commence à être échafaudé, mais tu n'as jamais un risque 100% zéro. Dans les faits... si tu peux éviter de te connecter sur un Wi-Fi public parce que tu ne connais pas son niveau de sécurité, c'est bien. Aussi pour la confidentialité et pour éviter quelques malwares. J'en ai pas en tête. Je sais qu'il y en a eu dans le cas. Il y avait des Trojan aussi. Là, on installe carrément un fichier en douce sur ton fichier qui explore un peu tout ce que tu fais. Sans que tu t'en aperçoives juste parce que tu t'es connecté à un Wi-Fi donné. Bon, après là, on rentre dans des choses qui commencent à être plus sophistiquées, moins fréquentes dans les hacks. Mais c'est effectivement intéressant. Donc, admettons que tu as l'événement, donc Token 2049 à Singapour, et que tu vas au Starbucks à côté de l'événement. Et donc, il y a un hacker qui prend, par exemple, possession du Wi-Fi. Est-ce qu'il peut, par exemple, si tu te connectes à Coinbase à ce moment-là, voir tes identifiants de connexion à Coinbase? Mais je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. S'il a réussi à t'installer un malware, pourquoi pas, tu vois. Après, est-ce qu'il peut le récupérer en temps réel? C'est une bonne question. Ok. Mais donc en tout cas, essayer d'éviter au maximum les Wi-Fi publics. Et d'ailleurs, utiliser son téléphone comme clé 4G ou 5G, est-ce que ça comporte un risque ou pas? Non, et puis c'est pratique. Yes. Si tu veux faire un faux mot quelque part où tu n'as pas Internet et que tu n'as que ton téléphone et ton ordinateur, non, c'est pratique. Non, moi, sur ça, je vois pas de... why not, quoi. Non, voilà. Ok. Après, un autre truc que je vois, c'est peut-être sécuriser le Wi-Fi chez soi, peut-être mettre un mot de passe assez robuste. Ça mange pas de pain de changer le nom de ton Wi-Fi. Effectivement. Après, juste pour être... je vais mettre une petite... pas un disclaimer ou un petit...
moi, je suis pas hacker, et dans ce que j'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de hackers qui diront mais oui, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais dans les faits, statistiquement, c'est pas ce qui se passe le Bien plus. sûr. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques. C'est bien de les pousser si tu veux, mais rien que déjà avec celles qu'on a évoquées au début, tu t'évites pas mal. Le malware, hein, c'est le truc un peu le plus vicieux. Faut faire gaffe. Okay. Après le Wi-Fi. C'est quand même moins répandu. Mais c'est vrai que là, l'idée de l'épisode, c'est surtout de donner vraiment, d'expliquer. Alors, on peut pas donner l'éventail de tout ce qui existe, mais en tout cas, et donner pas mal de pratiques. Après, chacun, selon sa pratique, va ensuite appliquer certains éléments ou pas. Alors, il y a un gros élément dont on va parler maintenant, c'est la partie hardware wallet. Et donc, toi, tu es quand même bien calé sur le sujet parce que tu as travaillé 6 ans chez Ledger. Donc, alors déjà, la question, c'est entre un hardware ou wallet physique et donc un wallet en ligne. Je pense que tu recommandes un hardware wallet physique, mais c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la nuance à apporter sur le sujet. Ouais, en fait, encore une fois, tout dépend des usages. Tu vois, au début, on disait la clé privée, c'est soit l'échange qu'il a, c'est toi qui l'as. Je pense que c'est toujours mieux de l'avoir que de tout laisser sur un échange. Et après, dans les solutions, je sais pas, soit on réexplique ce que c'est un hardware wallet. Ouais, bien sûr, tu as raison. Petite explication. En gros, quand tu es sur un environnement connecté, on parlait tout à l'heure des malwares, des mots de passe. Quand tu es sur un environnement connecté, par définition, tu es potentiellement vulnérable. Parce que si tu es connecté, ça veut dire que les hackers peuvent se connecter au même environnement et puis essayer en fait, de dérober des informations. Donc le hardware wallet, ça a été développé. En fait, c'est un coffre-fort numérique mais physique qui va stocker tes clés privées, d'une part, de façon complètement off. Ton produit n'est pas connecté. Donc ça évite toutes les attaques qu'on peut imaginer en ligne et qu'on vient d'évoquer. Et souvent, moi c'est ce que je recommande, mais ton hardware wallet, il est aussi accompagné de ce qu'on appelle un écran sécurisé. On va dire un écran, parce que tous n'ont pas un écran sécurisé. Et c'est hyper important de se dire, la clé privée, elle a été générée dans un coffre-fort. Donc personne n'y a accès, même pas la société qui vend en fait ce coffre-fort. Quand elle est utilisée, elle tourne dans ce coffre-fort. Ça, c'est le premier point. Ma clé privée est en sécurité. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très important avec le hardware wallet, c'est ce qu'on dit en anglais, on dit see what you sign, mais en gros, c'est comment est-ce que ce que je signe, c'est ce que je vois. Et c'est très important de pouvoir également voir la transaction sur ton hardware wallet. Et vérifier si c'est bien les bonnes adresses, la même adresse en fait. Exactement. Donc ces deux composantes, elles sont assez importantes à mes yeux. Mais si on revient sur la première, c'est-à-dire gérer sa clé privée, donc là tu as deux types de solutions effectivement. Tu as les hardware wallets, où cette clé privée elle est dans un coffre-fort physique. Et tu as les software wallets, on peut appeler aussi hot wallet, où là, en gros, comme Rabbit, MetaMask, Rabbit, je sais pas moi, Phantom ou Solflare pour Solana. En fait, on a plein, parce que souvent, ils ne sont pas multi-chain. Chacun supporte un réseau de blockchain donné, on va dire, puis un écosystème derrière. Et donc là, tu as ta clé privée, sauf qu'elle est générée en ligne. Ou tu peux l'importer également. Tu peux l'importer aussi. Et d'ailleurs, est-ce que le fait de générer via ces hot wallets une clé privée, ça comporte un risque ou pas Alors, c'est là en fait. Encore une fois, là, tu as la clé privée, mais c'est sur un environnement connecté. Et donc souvent, par exemple, si je prends le cas de MetaMask, MetaMask il va gérer une clé privée. Elle va être stockée quelque part dans le browser, en local sur ton ordinateur. Elle va être chiffrée avec ton mot de passe MetaMask. Sur un ordinateur, sur un téléphone, c'est encore différent. Mais j'essaye de simplifier. Et ce que va faire MetaMask, sur l'interface de MetaMask qui est connectée, elle va te donner ton backup. Alors, peut-être qu'on peut parler de ça aussi. Le backup d'une clé privée, en général, c'est 12 ou 24 mots. C'est un standard qui est utilisé, on appelle BIP39. Et ces 12 ou 24 mots, c'est en gros l'équivalent de ta clé privée. C'est ceux que tu peux utiliser si, par exemple, ton MetaMask il est cassé, ton ordinateur il est cassé, ou ton hardware wallet aussi il est cassé, puisque le hardware wallet génère 12 ou 24 mots aussi. C'est ce que tu vas utiliser, que tu vas ressaisir, ça va régénérer la même clé privée et du coup te donner le contrôle au fond qui sont sur la blockchain. Et ces mots-là, ils sont générés en ligne. Donc à partir de là, tu peux imaginer tout un tas de scénarios dans lesquels, si toi tu vois quelque chose sur un environnement connecté, quelqu'un peut également le voir, qui aurait pénétré cet environnement. Donc je ne serai jamais moi à 100% serein à l'idée d'utiliser un software wallet dont la clé privée a été générée en ligne et dont le backup, la sauvegarde de cette clé privée a été également générée en ligne. Maintenant,
c'est pas tout blanc, tout noir, comme tu disais. Ce que je recommande en général, moi, c'est... je peux parler, par exemple, de ce que je fais. On parlait des échanges. Moi, j'utilise des échanges. Parce que chaque solution a sa praticité aussi, son usage. Les échanges, ça me permet d'aller vite. Ça me permet d'aller attraper de la liquidité quand je veux faire des transactions. Ça me permet de vendre rapidement aussi. Mais ce que je fais, c'est que j'ai des fonds sur un échange et puis j'ai des fonds sur mon coffre-fort, mon hardware wallet. Et donc, je gère 2 dispositifs dont l'un va me permettre d'aller vite et l'autre va me permettre de stocker de façon sécurisée peut-être 90% de mes fonds. Ouais, c'est un compromis en fait. Tout à fait. Imagine que tu ne veux pas aller sur un échange et que tu veux vraiment avoir ta clé privée. Donc là, tu peux dire, il y a MetaMask ou hardware wallet. MetaMask et d'autres. Et des hardware wallets, il y en a plein aussi. Il y en a une vingtaine sur le marché. MetaMask, c'est pratique pour aller vite aussi dans le monde décentralisé. Si je prends l'exemple de la bulle des NFT, quand tu avais accès à une prévente sur un NFT, en gros, il fallait que tu agisses assez rapidement. Donc, ton wallet MetaMask, il fallait que tu cliques, tu signes. Si tu vas venir avec un hardware wallet et attendre que la transaction passe dans le hardware wallet, signer, qu'elle revienne vers MetaMask, tu peux perdre en fait des deals. Donc je comprends en fonction du profil d'investisseur que MetaMask soit plus pratique, mais c'est pas plus sécurisé. Et donc c'est pareil, là je recommande d'avoir une adresse qui est gérée, contrôlée par MetaMask, où là tu as une partie de tes fonds que tu vas pouvoir manipuler rapidement, et une autre adresse qui est contrôlée par ton hardware wallet, sur lesquels tu vas rapatrier tes gains ou tes fonds, tes NFT dès que tu les as achetés ou d'autres choses. Complètement. Et d'ailleurs, si on prend Bitcoin, en fait, il n'y a même pas, par exemple, de stablecoin sur la blockchain Bitcoin. Il n'y a pas du USDC, du USDT. Donc, au bout d'un moment, si tu as envie d'acheter du Bitcoin, tu es quand même un peu obligé de passer par un exchange. Donc, après, l'idée, voilà, c'est ça peut être l'arbitrage entre exchange et hardware wallet. Tu achètes sur l'exchange, tu rapatries après sur l'hardware wallet, selon la fréquence à laquelle tu as envie de échanger. J'aime bien utiliser une analogie qui, je trouve qu'elle marche. C'est le coffre-fort à la maison, quoi. Quand tu as ta clé privée, c'est un peu comme si tu disais, moi, mon argent, il n'est pas à la banque. Mon argent, il est chez moi. Et chez toi, soit il est dans ton tiroir, soit il est dans un coffre-fort. Qu'est-ce qui fait que tu vas le mettre plutôt dans un tiroir que dans un coffre-fort ? Si tu as 500 € chez toi, peut-être que tu vas les mettre dans un tiroir. Clairement, le montant donc, est décisif. Le montant est quand même aussi décisif. Puis ça peut être des objets de valeur aussi, des bijoux ou des documents. Mais en gros, tu as un coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, tu as 10 000 €. Ça, c'est la sécurité. Maintenant, dans la vie de tous les jours, tu as des transactions quotidiennes, même en liquide. Donc, je reprends cette analogie. Tu ne vas pas aller à la boulangerie avec ton coffre-fort pour payer une baguette à 1 €. Pareil pour ton café. Donc, c'est acceptable d'avoir une solution pour aller à la boulangerie en liquide, de sortir 10 €, 20 €, 100 € de ton coffre-fort et de les mettre dans ta poche. Et en gros, c'est quoi le risque que tu as ? C'est que tu les perdes en les sortant de ta poche ou c'est que tu te fasses voler. Mais c'est un risque qui est facile à appréhender parce que tu sors avec 100 €, 200 € et pas avec 10 000 €. C'est ça. Et ça, c'est super important. Et donc, cette analogie, je trouve qu'elle fonctionne. Tu peux très bien dire, j'ai un MetaMask qui va me permettre d'aller vite pour des montants... alors après, des montants importants, c'est relatif. Oui, ça dépend de ta situation financière personnelle. Exactement. Tu peux très bien dire, je vais faire une transaction à 10 000 €, mais pour quelqu'un qui a 1 million. Mais donc ces montants relatifs, tu peux les gérer avec une solution plutôt hot, connectée. Et le reste, les avoir sur ton coffre-fort qui va être un hardware wallet. Ok. Alors avant qu'on parle des différents hardware wallets, on va bien sûr parler de Ledger, mais aussi des autres, notamment Trezor, Ngrave et d'autres qui sont sur le marché. C'est quoi pour toi les bonnes pratiques pour sécuriser cette liste de 12 ou 24 mots ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces 12 ou 24 mots, ça fait débat quand même dans l'écosystème, parce que d'un côté, tu as une technologie du futur, et puis de l'autre, ton backup, c'est sur ces 12 ou 24 mots. Qu'en général, on me dit de saisir sur un morceau de papier. On va parler de la façon dont les sécuriser, mais c'est assez important de dire que tout le monde ne veut pas forcément y aller, parce que ça représente une complexité. Tout le monde ne veut pas... Tout le monde ne veut pas être son propre banquier, en fait. Exactement. Tout le monde ne veut pas avoir 10 000 € dans son coffre chez soi. Parce que, pour des raisons peut-être de praticité, aussi des raisons de sécurité, ou juste des raisons de praticité. Souvent un des freins à l'utilisation d'un hardware wallet, jusqu'au jour où tu te fais hacker. Parce qu'en général, le jour où tu te fais hacker, ton prisme, en fait, il change. Et puis en fonction du montant, on l'a dit aussi.
Qu'est-ce que je disais? Non, en gros, la question, c'est comment tu sécurises ces 12 ou 24 mots. Ouais, donc c'est 12 ou 24 mots. Donc quand le hardware wallet va générer ta clé privée, en gros, il va te proposer de la saisir sur un morceau de papier. Il y a plusieurs façons de la sécuriser. Déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que la meilleure façon de la sécuriser une fois que tu l'as stockée, c'est de jamais la divulguer à personne. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc. On parlait de phishing. Phishing, c'est quoi? C'est un faux ledger qui se présente par email et qui te dit il y a un upgrade critique. T'inquiète pas, on est là pour t'aider. Il faut faire une évolution, un upgrade de firmware. Va sur ce site, saisis tes 12 ou tes 24 mots. Bon, là, en gros, tu as donné l'accès à ta clé privée. Tu as perdu tes fonds en l'espace de 5 secondes. C'est pareil, ça peut être un faux support. Une personne qui se fait passer pour le support technique de Ledger, de Trésor, et qui fait la même tentative. Et puis, en général, ça, c'est... Ou un mail, par exemple, donne-moi ta liste de mots. C'est pas donne-moi ta liste de mots. Ouais, c'est plutôt télécharge. Attention, donc le mail, il a un en-tête Ledger. Il faut vérifier toujours l'email, vérifier que c'est bien Ledger derrière. Ouais. Vérifier les URL des sites web aussi. Mais en gros, ça se présente Ledger, MetaMask. Il y a un gros warning. Attention, vulnérabilité critique. Il faut faire un upgrade, aller sur ce site. Puis là, tu as quelque chose qui ressemble à l'interface du produit. Et c'est là que si tu n'as pas compris ce que c'était ces 12 ou 24 mots, donc il y a un vrai sujet d'éducation, tu vas les saisir, tu perds tes fonds. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est même plus important que celui-ci, c'est jamais stocker numériquement ces 12 ou 24 mots. Ouais, donc jamais sur un... Jamais. Alors, que ce soit, par exemple, sur un fichier dans le cloud, ou même sur ton ordinateur. Jamais. Et voilà. Jamais. Pas de cloud. Pas dans tes notes sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Pas dans tes emails. Tu les envoyer par email, des choses comme ça. Pas de photos. Rien qui soit, en fait, numérique, parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, les environnements téléphone, mobile, ces environnements qui sont connectés. Et parce qu'ils sont connectés, ils sont potentiellement vulnérables à des attaques. Et donc, du coup, si tu as cette information dans cet environnement-là, eh bien, en gros, on peut te la dérober tout simplement. Donc maintenant, comment on les stocke offline? Donc le papier, c'est pas robuste. Donc déjà, il y a les solutions qui existent. Hein. Et après, chacun en fonction de son... Quand tu lis papier, d'ailleurs, hein, c'est vraiment mettre sur un morceau de papier la liste des mots, tout simplement. Ouais. Alors, les fabricants de hardware wallet, ils incluent un morceau de papier dedans, un livret numéroté de 1 à 24. Donc déjà, c'est aller sur quelque chose de plus robuste. Il y a des plaques en métal qui vont garantir qu'il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas d'usure de l'encre, ça ne peut pas brûler, ça ne peut pas se déchirer. Donc, bon, c'est des solutions qui augmentent le niveau de robustesse, de résilience, en fait, de ton morceau de papier. Même en cas d'incendie, d'ailleurs. En cas d'incendie. Bon. Après... dégâts des eaux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est où est-ce que tu la stockes. Donc certains la stockent chez eux, d'autres la stockent dans un coffre en banque, cette information, d'autres la stockent dans une résidence secondaire. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est stocker ces 12 ou ces 24 mots dans un lieu que tu es le seul à connaître et auquel tu peux accéder rapidement. Des personnes qui seraient exposées à la crypto parce qu'elles sont publiquement exposées à la crypto, en général, ces personnes-là vont jamais stocker leurs 12 ou leurs 24 mots chez eux. Parce que typiquement, on peut essayer de les pister, les suivre et rentrer chez eux et leur dire donne-moi tes 12 ou 24 mots. Donc la façon de protéger, c'est la robustesse du support et ensuite où est-ce que tu le stockes physiquement. Certains vont avoir un coffre à la maison. Et là, je reprends l'analogie du coffre-fort et puis de ce qui a de la valeur ou de ce qui n'a pas de la valeur. Il y a des gens qui ont des bijoux, des montres de luxe ou des papiers importants. Si tu as une montre, tu n'as pas forcément besoin d'un coffre, mais peut-être il y a des personnes qui ont deux montres, des bijoux de famille, des choses comme ça. Ils vont prendre un coffre-fort et ils vont le mettre à la maison. Donc, bon. Mais pour partir avec un coffre-fort, faut le faire. Quoi. Un cambriolage, c'est 3 minutes. Hein. Donc, si ton truc il est bien harnaché, donc, bien attaché, pardon. Donc la protection, elle passe par là. Après, il y a d'autres façons que certains mettent en œuvre pour la protéger. Moi, je ne recommande pas forcément, à moins d'être vraiment sûr de ce que tu fais. C'est la division, par exemple, de ta seed en plusieurs morceaux, tu vois. Nouvelle interruption rapide pour vous dire que j'ai créé un groupe WhatsApp pour fédérer la communauté du podcast Crypto Coulisses. Si vous voulez rejoindre ce groupe WhatsApp, je vous mets le lien en commentaire et c'est reparti pour l'interview. Alors, ce qui est assez répandu, c'est AB, AC, BC. Donc, en fait, tu l'as divisé en 3. Donc, par exemple, ta liste de 24 mots, tu l'as divisé en 3 listes de 8. Et en fait, tu vas mettre... par exemple,
donc une première liste, c'est les 16 premiers mots, Ouais. une deuxième, c'est les 16 derniers, Ouais. et une troisième, c'est par exemple les 16 du milieu. Ouais, en fait, c'est un Enfin, c'est peu au les début, 8 un peu à la premiers et les fin. 8 derniers. Alors, ça fonctionne. Alors, c'est pas si répandu que ça. Mais en gros, ça te permet de dire je divise mon secret en plusieurs morceaux et je stocke les morceaux à des endroits différents. Pour ceux qui maîtrisent vraiment ce process, c'est intéressant. Après, si tu as un sujet de restauration à faire, ça veut dire qu'il faut que tu ailles dans chacun de ces endroits. On peut considérer que, en fait, 2 parmi 3, en fait, à 3 secrets, il en faut 2. Donc c'est bien parce que si tu as un endroit qui est compromis, en gros, c'est pas toute la clé qui est compromis. Il te reste 2 endroits en fait pour reconstituer ton secret et puis bouger tes fonds. Ça existe. Après, est-ce que c'est recommandé? Encore une fois, ça dépend de un peu tes compétences techniques et puis du setup de protection que tu veux mettre en place par rapport au risque auquel tu penses que tu es soumis. Si tu es exposé, bon, voilà. Il y a pas mal, il y a plusieurs solutions. J'essaie de réfléchir à Après, d'autres. Ouais, je crois que j'avais vu sur Ledger aussi, tu peux avoir un 25e mot, non Ouais, là encore, ouais. C'est-à-dire que ça te crée en fait deux comptes différents dans un même hardware wallet. En fait, pour résumer, on va dire une clé privée, c'est 24 mots. Et sur ton hardware wallet, tu as un code PIN qui va te permettre d'accéder à cette clé privée que tu peux restaurer avec tes 24 mots. Quand tu fais ce qu'on appelle une passe-phrase, c'est que tu vas rajouter, toi, un mot que tu as choisi. N'importe quoi, une succession de chiffres, le nom de ton chien. Et en fait, tu vas attacher un deuxième code PIN. Et donc, du coup, ça te permet de... En fait, c'est pas que ça sécurise davantage ta clé privée, mais quelque part, ça complexifie potentiellement un peu ton setup. Encore une fois, je parle pour le kidam qui veut sécuriser le BABA, mais parce que cette fois-ci, tu as 24 mots que tu dois toujours sécuriser, et puis un 25e mot que tu dois également sécuriser et pas perdre. Et donc là, c'est pareil. Chez toi, tu peux avoir tes 24 mots, mais tu as un autre endroit dans lequel tu as ce 25e mot. Et en gros, là, tu peux recomposer tout le dispositif qu'on a évoqué. Hein. Tu peux avoir 24 mots dans un autre endroit, chez tes parents, enfin, dans la campagne, et puis ce 25e mot ailleurs, et puis un bout dans un coffre. Donc, il y a plusieurs façons de diviser le secret, techniquement, et il y a plusieurs façons de stocker ces bouts de secret dans différents endroits. Mais plus tu multiplies ce dispositif, plus c'est toi qui deviens ton propre facteur de risque aussi. Ouais, parce que le risque, finalement, c'est de tout perdre, enfin, de perdre l'accès. De ne pas se souvenir, de perdre l'accès, enfin, tu vois, il y a quelque chose... on appelait ça brain wallet. Bon, ça, c'est le pire à faire, mais c'est retenir en fait de mémoire les 24 mots. Mais tu as aussi le brain wallet, en gros, de où est-ce que tu stockes ces différents secrets. Tu n'es pas à l'abri, en fait, je sais pas moi, d'une perte de mémoire, d'une incapacité aussi à récupérer ces secrets, parce que parfois tu veux aller vite. Hein. Ouais, non, bien sûr, ou même tout simplement mourir et ne pas laisser justement ne pas léguer d'héritage. Ouais, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder, mais voilà, c'est vrai que le brain wallet, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, les solutions quand tu fonctionnes avec un software wallet ou un hardware wallet qui te donne une phrase, une seed phrase, une phrase de récupération attachée à tes clés privées qui fait 12 ou 24 mots. C'est peut-être passer du papier au métal et ensuite avoir des stratégies pour cacher en fait ce secret-là chez toi, mais bien caché. Donc je dirais graduellement dans un endroit où personne ne va penser à aller, potentiellement un coffre-fort, potentiellement un autre endroit qui n'est pas chez toi, potentiellement un coffre-fort à la banque, etc. etc. Puis en fonction de ça, ça ne va pas forcément convenir à tout le monde. Ouais. Alors maintenant, parlons du choix du hardware wallet. Pour toi, c'est quoi les meilleurs... Enfin, bien sûr, toi, tu as travaillé chez Ledger, donc peut-être que tu as un avis biaisé, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que ton avis est complètement objectif, mais c'est quoi pour toi le meilleur hardware wallet du marché et c'est quoi les bonnes alternatives Alors, pour moi, aujourd'hui, parmi tous les hardware wallets que j'ai regardés, que j'ai testés et qu'on a ouvert aussi à l'époque, maintenant je ne suis plus chez Ledger, mais le hardware wallet qui a le modèle de sécurité le meilleur, c'est Ledger. Alors là, je pourrais dire, je vais le dire, ça n'engage que moi. Je suis très, très à l'aise avec le fait qu'on me dise, peut-être je suis biaisé. Mais c'est quand même une réalité vue de l'intérieur, vue de l'architecture
matériel, la façon dont le produit il est designé avec un angle sécurité dès le début et par design. Et donc, pour ça, aujourd'hui, je considère qu'un hardware wallet Ledger, c'est le produit le plus sécurisé par rapport à des attaques extérieures sur les composants qui contiennent les secrets, etc. Après, j'essaye de rester aussi agnostique. Les types d'attaques que tu peux faire sur les hardware wallets sont des attaques qui sont quand même sophistiquées, qui demandent des moyens de laboratoire ou des moyens de gouvernement. Ouais, parce que juste quand on parle d'attaque sur un hardware wallet, concrètement, l'idée c'est de pouvoir récupérer les cryptos que tu as sur un wallet quand tu as physiquement la possession de ce wallet-là et que tu l'as volé en fait. Oui, en fait, oui, une attaque sur un hardware wallet, donc c'est un environnement qui est déconnecté, qui est offline. Donc ça veut dire qu'on doit subtiliser en fait ton appareil. On doit te le voler, on doit te le prendre sans que tu le... Et derrière, on doit avoir quand même un attirail. C'est pour ça que je parlais de laboratoire, des microscopes laser. En fait, en gros, on va essayer de choquer les composants de plein de façons possibles pour essayer, en gros, c'est comme si je veux que tu me dises, c'est un peu comme de la torture. Hein, je te mets un coup, tu veux pas, je te mets un deuxième coup, je vois comment tu réagis, torture psychologique, torture, mais au niveau du hardware, on va attaquer le composant, on va lui balancer des ondes, de l'électricité, pour voir si on peut détecter des fragilités, et puis explorer et exploiter ces failles pour récupérer le secret. Okay. Donc, quelque part, la probabilité que tu te fasses voler tes 24 mots dans une campagne de phishing, elle est quand même beaucoup plus importante. Ouais. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il y a 20 hardware wallets sur le marché. Je pense qu'il y en a 6-7 qui aujourd'hui ont plus de traction que d'autres. Tu as Ledger et Trezor en lead. Ce sera toujours mieux, quel que soit le hardware wallet que tu prends, à mon sens, que d'avoir tes clés privées contrôlées uniquement sur un software wallet ou tes clés privées laissées sur un échange. Toujours. Okay. Encore une fois, c'est un coffre-fort et il y a des coffres-forts plus robustes que d'autres. Mais ouais. Déjà, le simple fait d'utiliser un hardware wallet, c'est... Déjà, c'est une mesure de sécurité qui est pas mal. Et après, la façon de comparer, c'est que tu ne compares pas un hardware wallet que sur l'angle sécurité. Là, je me suis un peu exprimé là-dessus. Tu compares un hardware wallet sur d'autres choses qui vont aller résonner chez l'utilisateur d'une façon différente et le convaincre d'aller sur un hardware wallet X plutôt que sur un hardware wallet Y. Ça peut être le design, l'expérience utilisateur, le prix. Y a en général, c'est un mélange pour résumer, et puis il y a des spécificités. Le prix, c'est un facteur intéressant. Les wallets, les blockchains qui sont supportés, plus il y en a, souvent pour certains, mieux c'est. Ça, c'est quand même déjà 2 facteurs importants. Et après, tu as des facteurs qui peuvent être des facteurs idéologiques, mais je ne le dis pas au sens négatif du terme, ou de croyance. C'est par exemple, il y a une communauté d'utilisateurs, d'investisseurs qui sont que sur Bitcoin. Ils vont dire, OK, si le hardware wallet supporte plus que Bitcoin, c'est pas bon. D'autres angles qui vont être la partie open source. Et open source, il y a des tas de débats là-dessus, mais si un hardware wallet, le code d'un hardware wallet est open source, on va considérer qu'il est plus sécure. Enfin, certaines personnes. Mais après, tout ça, c'est des débats, si tu veux, des discours un peu marketing, parce qu'il faut bien évaluer les hardware wallets sur différents angles. Et il faut bien donner à l'utilisateur des angles qui vont susceptibles de trigger en fait son achat sur ce hardware wallet plutôt que celui-ci. Ok. Et d'ailleurs, quand tu étais chez Ledger, donc je crois que chez Ledger, il y a une section qui s'appelle le donjon, non? C'est là où vraiment on s'en fait un peu toutes les expérimentations. Est-ce que vous avez essayé, j'imagine que oui, essayer de hacker un Ledger justement et en permanence. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez réussi à vous hacker vous-même, à hacker un Ledger Alors, et même question pour les autres wallets. Je ne saurais pas te dire. Je pense qu'en tout cas, si on a réussi à le faire, on a patché en fait automatiquement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a personne qui a réussi à hacker. Jamais publiquement un Ledger a été hacké. Tu as eu des hacks où en gros tu pouvais installer un software dans le Ledger. À l'époque, ça avait fait grand bruit, mais c'était un jeu, c'était un serpent. Mais en gros, la clé privée n'a jamais été compromise, ni le code PIN. Ok. Mais c'est-à-dire, c'était. Moi, ce que j'ai en tête, c'est donc il y a eu je crois en 2018, une faille. Peut-être qu'on peut raconter d'ailleurs l'histoire. Tu as eu le plugin Shopify, je crois, de votre site e-commerce. Ah, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc, il y avait leaké, donc il y avait une fuite de la base de données. Et donc, des adresses d'acheteurs de Ledger ont fuité. Et donc, il y a eu des consommateurs de Ledger qui ont reçu chez eux dans leur boîte aux lettres Info Ledger, qui pour le coup était hacké. Mais est-ce que tu parlais de ça ou
Oui, je peux en parler rapidement. Ça, c'est des choses qu'on ouais. on peut appeler ça de la supply chain attack. Je vais essayer de... Parce qu'on peut vite rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, mais en gros, la base Shopify des acheteurs de Device Ledger est piratée. D'ailleurs, ils ont arrêté les 2 personnes il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais bon, ça, on s'en fout, le mal est fait. Ce qui fait que tu as des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se font... qui peuvent être victimes de campagnes de phishing, donc parce que tu as les emails des personnes, donc tu peux les contacter, te faire passer pour Ledger et dire « donnez-moi vos 24 mots ». Mais dans ces données personnelles qui ont fuité, il y a eu aussi des adresses physiques qui ont pu être interceptées. Et donc, il y a des personnes qui ont fait ça peut-être avec 5, 6, 7, 8 hardware wallets. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont acheté des hardware wallets, ils ont ouvert le hardware wallet, ils ont mis un composant à l'intérieur proche du port USB, et puis ils ont envoyé ça en fait aux personnes. Alors, je me rappelle plus qu'est-ce qui fait que la personne l'a reçu. Peut-être que c'était on est en train de changer les hardware wallets, vous en avez reçu un, ou peut-être qu'ils étaient disponibles via pas le Bon Coin, mais des sites où tu peux acheter de la seconde main. Ok. Chose à ne jamais faire. Bien sûr. Un coffre-fort. Alors ça, c'est justement, j'allais venir sur ce point, ne jamais acheter un hardware wallet ou recevoir un hardware wallet en cadeau, toujours l'acheter soi-même, bien vérifier qu'il soit plastifié. Jamais. Et tu vois, la vérification, on va en parler. Et donc, du coup, ces hardware wallets, ils sont tombés dans les mains de personnes. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand tu branchais alors, soit ton hardware wallet, il était déjà initialisé avec tes 24 mots, mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, c'est la première fois que tu achètes un device. Certaines personnes ne se disent pas « Ah, mais je ne comprends pas, il y a déjà 24 mots, donc ça veut dire qu'il est déjà initialisé. » Donc là, ça veut dire qu'après, tu fais des transactions avec ce hardware wallet. Et donc, les fonds, en gros, ils sont siphonnés. L'autre technique, c'est d'avoir dans le composant qui est à côté du port USB ce qu'on appelle un soft launcher. En gros, dès que tu le branches à ton ordinateur, ça va lancer une interface sur ton ordinateur qui se fait passer pour Ledger et qui va t'amener progressivement à faire cette bêtise-là, de créer un wallet, de donner tes 24 mots, puisque là, tu te dis, tiens, j'utilise Ledger. Donc ça, c'est difficile à compromettre. Mais pour revenir, en gros... peut-être pour en revenir... donc ça arrive. C'est arrivé. Et pour en revenir, en fait, à la partie hacking, tu parlais du donjon. Donjon, c'est vraiment... c'est des anciens de l'ANSSI. On parle de... L'ANSSI, c'est... Agence nationale de la sécurité informatique. Il me manque un S. C'est une agence... tu vois, c'est une boîte qui travaille avec la DGSE, la DGSI, tout ça, c'est le même écosystème. On peut dire que ce sont aussi des white hackers, on peut parler de cybersécurité, on peut parler de plein de choses comme ça, mais ce sont vraiment des experts en sécurité. Il y a vraiment un laboratoire. Ce que pas beaucoup de laboratoires peuvent faire, c'est qu'ils avaient vraiment les moyens, en fait, d'investir dans des machines, dans des moyens qui te permettent, en gros, d'attaquer n'importe quoi. Et donc la vertu en fait de ce labo, c'est effectivement d'attaquer les propres produits de Ledger et de renforcer la sécurité, mais d'attaquer Trésor, d'attaquer en fait tout un tas de produits dans l'écosystème, avec quand même une dimension très éthique. Une déontologie vis-à-vis de ça, c'est que quand tu trouves une vulnérabilité sur Trésor, tu communiques d'abord avec Trésor ou avec un autre hardware wallet, et ils ont 3 mois en fait pour la corriger. Donc Trésor, plusieurs fois en fait, ils ont été piratés par Ledger. On arrivait à extraire le PIN, puis ensuite la passphrase. Et ça, c'était impatchable. C'était pas du tout. Il n'y avait pas de solution pour corriger, parce que dans le design matériel, la vulnérabilité, elle vient de là, il n'y a rien à faire. Et à l'époque, Trésor disait, je ne vais pas donner l'impression que je fais de la diffamation, mais c'est une réalité, puis c'est public, c'est vérifiable. Trésor, qui avait été hacké, disait à ses utilisateurs, OK, bon, les 24 mots, du coup, faites une passphrase. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est utiliser un 25e mot, parce que là, pour le coup, tu es sûr que tu ne peux pas avoir accès en fait, à ces 25 mots, parce qu'ils ne sont pas du tout stockés dans la mémoire du produit, ils sont stockés dans ta tête ou sur un bout de papier. Et donc ça, c'est très important, parce que ça permet d'améliorer le niveau de sécurité de l'écosystème. Et puis après, c'est des exploits de laboratoire, puis c'est bon aussi pour le marketing d'une marque ou d'une autre. Et tu as souvent des hardware wallets qui ont fait évoluer ensuite leur architecture, les composants qu'ils utilisaient. Trésor notamment, tu vois, ils ont les 2 dernières générations de Trésor qu'on appelle les Trésor Safe. Ils ont ce qu'on appelle un Secure Element, c'est déjà mieux. Coldcard, qui est un hardware wallet uniquement pour Bitcoin. Tu vois, il y a eu 3 ou 4 générations de Coldcard successives, parce que chaque fois le composant qu'elles utilisaient, en gros, il était piratable.
souvent, il était discontinué, plus maintenu par le fabricant de ce composant, et puis il passait à un autre composant, etc. etc. Donc, ça améliore le niveau de sécurité de l'écosystème de façon générale. Ok, hyper intéressant. Et d'ailleurs, tu penses quoi du wallet Ngrave? Alors, c'est un wallet que j'ai vu passer qui a ce qu'on appelle un espèce de graphène. Hein. Donc, en fait, c'est 2 plaques métalliques. Ouais. Il faut réunir les 2 plaques métalliques justement pour stocker ces mots. Ouais. Donc, un peu sur le modèle dont on a parlé tout à l'heure avec AB, BC, AC. Il y a plusieurs choses. Alors, je l'ai testé il y a longtemps quand il est sorti, parce que c'est ce que je faisais en fait dès qu'il y avait un wallet qui sortait. Il y a beaucoup de contre-mesures. Si tu l'ouvres, le secret s'efface. Il y a pas mal de choses qui sont sexy pour un utilisateur en se disant, mais finalement, il y a plein de choses qui font que mon secret ne peut pas être volé. Il y a de la biométrie aussi. Moi, je ne suis pas fan nécessairement de la biométrie sur Hardware Wallet, mais c'est un autre sujet. On pourrait parler en fait des heures de tous ces points. Ouais. Après, ils ont ce que tu disais, une solution qui s'appelle Graphene. C'est une autre façon... en fait, on parlait des sites phrases qui font 12 ou 24 mots. Eux, ils peuvent générer une phrase qui fait 24 mots, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils redérivent derrière cette phrase de 24 mots d'autres phrases. Donc, j'ai envie de dire, c'est la même complexité. Tu n'as plus 24 phrases, mais tu as 8 mots. Et derrière, tu as une solution métallique qui, au lieu de stocker 24 mots, c'est une sorte de map, c'est-à-dire que tu as des points, une plaque sur laquelle tu vas poinçonner différents mots, et puis tu as une autre plaque qui a une grille de lecture qui est différente, que tu vas mettre dessus, un peu comme sur les mystères de Pékin, pour révéler en fait ton secret, et puis tu vas stocker une plaque dans un endroit, une plaque dans l'autre. Pourquoi pas si ça convient, si ça satisfait un utilisateur, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ok, c'est peut-être vraiment là pour les puristes, on va dire. Pas les puristes, mais on va dire vraiment les experts. Ça, c'est un niveau quand même assez avancé. Ouais, je pense que mon avis, c'est que c'est un peu le même principe quand même. Mais bon, voilà, je veux pas, je l'ai pas assez testé pour dire est-ce qu'il est bien ou il est pas bien. Je connais pas bien leur architecture matérielle et de sécurité. Je pense qu'ils sont très bien. Ouais, voilà. Ok. Et un autre wallet qu'on voit pas mal en ce moment sur, par exemple, je sais pas, sur YouTube, parce qu'ils font pas mal de sponsors, c'est Tangem. Ouais. Alors, je crois que c'est une forme de carte, hein, c'est ça. Ouais. J'ai pas eu tout testé. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Est-ce que c'est... Alors, tu vois, tout à l'heure, je disais le hardware wallet. En fait, on peut parler de hardware wallet et on peut parler de self-custody ou d'autogarde en français, ou la self-custody, c'est j'ai ma clé privée. Pour moi, c'est hyper important de rappeler que la self-custody, c'est j'ai le contrôle sur ma clé privée et sur mes fonds. Ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, je veux que cette clé privée elle soit sécurisée. Et le deuxième point, c'est que la self-custody, la vraie self-custody pour moi, c'est je ne dépends d'aucun tiers. Je ne dépends d'aucun tiers pour mes transactions ou pour la recovery, la restauration de ces trucs-là. Ça, c'est important. Et le troisième point, qui je pense, moi, et là c'est plus une partie de la sécurité, c'est avoir un écran de vérification. Signer ce que vous voyez, parce que sinon tu peux faire un chèque en blanc. Ouais. Donc du coup, quand moi je vais recommander ou parler de hardware wallet, je vais toujours regarder ça. La clé privée, la dépendance ou pas à un tiers, parce que si tu débordes un tiers, tu t'es plus en self-custody. Ouais. Après, il y a débat aussi là-dessus, et un écran. Tangem, je les ai utilisés. Alors, ils n'ont pas d'écran. Bon, voilà, donc après, c'est sûr que c'est plus simple à utiliser. C'est via un smartphone c'est via un smartphone. Et en fait, ton secret, il va aller dans des cartes avec une puce. Et en gros, plutôt que de... Enfin, c'est très pratique, hein. Pour résumer, comment ça marche Tangem. Tu fais ta transaction sur ta application mobile, tu viens avec ta carte, tu signes avec une carte NFC dans laquelle il y a le secret. Ça prouve que c'est toi parce que c'est toi qui as la carte. Tu vois pas ce que tu signes et tu n'as jamais vu le secret. C'est-à-dire que tu n'as pas ces 12 ou 24 mots. Et donc, pour moi, ça, c'est un problème. Si tu n'as pas les 12 ou les 24 mots, ça veut dire que tu dépends complètement de la solution de Tangem si tu as un problème. Ouais. Donc Tangem, c'est un tiers centralisé. Mais parce que tu n'as pas 12 ou 24 mots, tu n'as pas de résilience qui te permette d'utiliser ces 12 ou 24 mots avec d'autres solutions. Ouais. Tu vois, dans le cas de Ledger ou Trésor, tu peux dire, mais je passe quand même par un tiers. Sauf que tu passes par un tiers pour
faire des transactions. Mais si tu n'as plus envie d'être chez Ledger et que tu vas aller chez Trésor et vice-versa, tes 24 mots, tu peux les saisir dans un autre hardware wallet, ils vont générer la même clé privée. Ouais, il n'y a pas cette notion de dépendance. Non, donc là, avec le système de Tangem, tu as ce premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est que tu n'as pas de trusted display, un écran qui te permet de voir ce que tu signes. Je ne conseille pas, en fait, et je ne veux pas, encore une fois, m'attaquer. Ouais. En gros, c'est pas de la diffamation, c'est du conseil. Non, ouais, voilà. Mon conseil, c'est que parfois, avec l'argument de simplifier l'expérience pour l'utilisateur, en fait, on le rend dépendant de la solution qui simplifie cette expérience. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur ces solutions, je dis qu'il faut le faire en comprenant le compromis que tu fais. Si tu as un problème, tu dépends de Tangem. Ouais. Si tu n'as pas accès à alors, il y a des mécanismes de récupération, des choses comme ça, mais tu dépends de Tangem. Tangem, c'est un tiers. Si Tangem fait faillite, si Tangem se fait attaquer, si Tangem veut bloquer en fait, l'application, en gros, tu peux rien faire. Ouais, t'es vraiment dépendant d'eux. Oui, parce que tu as une carte avec un secret dedans que tu connais pas, et cette carte, elle fonctionne pas avec un autre écosystème. Récemment, ils ont ouvert leur modèle, donc c'est la preuve aussi que ce truc-là, il séduit pas tout le monde, où ils te proposent aussi, si tu veux, d'avoir tes 12 ou tes 24 mots. Okay. Mais là, je vais revenir sur la partie software wallet. Ils sont générés sur une interface connectée. Moi, je considère que c'est pas le truc le plus sûr. Après, c'est jamais tout blanc, tout noir. Pour moi, il y a une partie tout blanc ça doit être que tu dois quand même avoir un coffre-fort. Et tout à l'heure, on parlait de si je veux aller acheter mon pain avec un peu de liquide, pourquoi pas avoir ces solutions-là, parce qu'elles te permettent d'aller plus vite. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup moins de friction, mais toujours avoir l'idée que derrière, tu as besoin, à mon sens, d'un coffre-fort. Ok. Bon, on a pas mal parlé de ces solutions de hardware wallet. Maintenant, je te propose de parler peut-être de Ledger Recover. Donc, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est cette feature? Est-ce qu'elle est vraiment safe, entre guillemets? C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Marc Karpelès, donc, qui est l'ancien... j'ai vu l'interview, super. ex-CEO de MC-Gox. Bon, certains diront, c'est pas à lui de faire la morale sur ce qui est safe ou pas. Mais l'idée, en tout cas, c'est que... Selon lui, la limite avec Ledger Recover, c'était que potentiellement, dans certains cas, les passphrases pourraient se faire hacker. Alors, c'est quoi ton avis sur le sujet? Enfin, ouais, mais au même titre que la solution dont il parle, qui est une solution de MPC quelque part. En gros, Ledger Recover, c'est t'as ta clé privée. Elle est coupée en 3. En fait, tu as tes 24 mots, ils sont coupés en 3 dans le device, ils sont chiffrés. Et ensuite, chaque partie part chez un prestataire qui a son propre dispositif de sécurité. Donc, ce que disait Marc à la fin de l'interview, c'est si un hacker a accès à une des parties du secret, et qu'ensuite il a accès à un deuxième, donc chez un autre tiers, cet argument-là, c'est vrai aussi pour le MPC. Dès que tu as un secret cryptographique qui est partagé en différents morceaux et qui est stocké à différents endroits, c'est toujours la même chose. Un hacker peut avoir accès... Maintenant, sur Ledger Recover en tant que tel, il faudrait que tu aies accès à 2 tiers différents, que tu aies accès à une table de correspondance qui te dit, encore ce bout de secret-là, il faut que je l'associe à tel bout de secret-là. Il faut aussi que tu hackes le device ou Ledger pour avoir la clé qui t'a permis de chiffrer en fait ces 2 morceaux. Donc, est-ce que c'est possible? En fait, oui, tout est possible. Est-ce qu'un gouvernement pourrait dire, bon, ça c'est dans le cas dans toutes les solutions, donnez-moi secret, donnez-moi secret, donnez-moi secret. Oui, c'est vrai aussi. Maintenant, il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant, c'est que c'est pas par défaut. Donc, Ledger Recover, c'est une option. C'est pas un système par défaut. Ton wallet, ta clé privée, elle n'est pas automatiquement divisé et séparé avec des tiers. Donc, tu as le choix. Ça, c'est super important. Deuxièmement, quand tu utilises Ledger Recover, on va croire que je fais la promo pour Ledger Recover, mais c'est important d'essayer de vulgariser aussi ces choses-là, c'est que tu as toujours tes 24 mots. Donc, en gros, si tu souscris, pour moi, c'est plus un backup de backup. C'est-à-dire, j'ai mes 24 mots, je reste en self-custody. Ces 24 mots, je vais les stocker chez moi, dans un coffre-fort, à la banque, peu importe. Mais si j'y ai pas accès pour une X ou Y raison et que mon device il est cassé, eh bien, je peux aller, via la solution Ledger Recover, réintégrer en gros ma clé privée par ce mécanisme-là et par des contrôles d'identité. Enfin, il y a tout. C'est quoi, c'est en faisant une vérification d'identité, un mode de. Ouais, alors il y a 2 contrôles. Passeport. Ouais, exactement. Okay. Et puis il y en a 2, et puis voilà. Donc
c'est une façon pour moi, c'est vraiment une sorte de peace of mind. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est pas... mais que tu as quand même tes 24 mots, tu peux débrouiller tout seul sans eux aussi, quoi. Donc c'est vraiment le truc le plus. Et j'entends que avoir 12 ou 24 mots, ça peut pas être mass market. J'entends que... et je le comprends. Mais entre ça et des solutions hybrides qui t'enlèvent un petit peu de pouvoir et de contrôle, parfois, je vais me faire taper si j'ai ça, mais vaut mieux laisser tes fonds sur certains échanges qui commencent à être régulés, qui commencent à être mutualisés, où il y a des fonds d'assurance, des choses comme ça. Tu vois, peut-être qu'un jour, il y aura une solution qui simplifiera ces 12, ces 24 mots. Mais en attendant, ce que je vois, moi, dans l'écosystème, c'est pas quelque chose que j'ai envie de recommander, tu vois, aux personnes qui viennent me voir, comme la solution unique pour gérer leurs fonds. Si vous voulez utiliser des solutions hybrides, faites-le pour une partie des fonds, mais utilisez toujours des solutions où vous avez votre clé privée pour la plupart de vos fonds. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ça, mais dans ce cas-là, simplifiez-vous la vie. Et ça peut paraître paradoxal, hein, mais allez sur d'autres solutions, peut-être qui sont assurées. Ou, voilà, on pourrait parler de régulation de MiCA, tout ce qui va se passer, mais voilà, c'est un peu Marocco, quoi. Ok. Et alors maintenant, peut-être parlons du multisig. Donc le multisig, hein, c'est l'idée d'avoir plusieurs adresses qui doivent valider une transaction pour que cette transaction se fasse. Ouais. Est-ce que toi, tu le recommandes pour des particuliers? C'est plus pour des entreprises? C'est quoi ton avis sur le sujet? Les entreprises... Je pense que c'est un peu déjà technique. Donc le multisig, tu vois, si tu prends le multisig avec des protocolaires ou avec des hardware ou même avec certains softwares, en général, c'est plusieurs clés privées. Tout à l'heure, on disait une clé privée égale 24 mots. Si tu as du multisig, avec un schéma où tu sépares, enfin, où tu as besoin de 3, là, tu vas avoir besoin de 3 clés privées, par exemple. Donc ça veut dire 3 fois 24 mots aussi, 3 devices, etc. Donc pour moi, c'est plus un dispositif de gouvernance qui permet d'être sûr que, par exemple, des associés ont un bout du secret et que personne ne peut faire vider les fonds de la boîte ou du fonds que tu gères. On me fait penser au SPV dont on parlait avant. En gros, ça permet en gros de mettre de la gouvernance. Ça, c'est important. Mais le faire pour soi-même, ça voudrait dire que tu as 3 devices différents ou 3 clés différentes et que tu t'imposes toi-même, quand tu fais une transaction, d'aller chercher ces 3 devices. Donc, je vois le côté bon pour la gouvernance, je vois pas du tout le côté bon pour la convenience, la facilité d'utilisation pour un particulier. Et puis tu as sujet en fait d'avoir des clés privées. Après, tu as des modèles un peu plus hybrides où tu vas avoir un portefeuille software qui va avoir un bout de la clé privée. Je pense à Casa par exemple, et puis tu vas avoir toi, ton hardware wallet, et puis tu vas avoir encore un autre hardware wallet. Mais c'est pareil, c'est plus pour de la gouvernance que pour faire de la transaction. Donc c'est à toi de faire ton trade-off entre je veux un truc avec de la gouvernance, mais je vais prendre beaucoup de temps pour faire des transactions et vice-versa. Peut-être ce que je peux rajouter sur le multisig. Que si tu veux en mettre un peut-être en place, c'est safe, hein, c'est ça la solution la plus utilisée. Après, comme je disais, c'est un peu aussi protocolaire dans le multisig, pas le MPC, tout ça. C'est que tu as un multisig sur Bitcoin, tu as un multisig sur ETH et les EVM. Donc tu as Safe qui propose du multisig. Mais là, c'est un smart contract en fait. Et ce smart contract, tu dois brancher, je résume, 3 clés privées pour pouvoir en gros faire ta transaction. Je pense que c'est pour des utilisateurs qui sont un peu plus avertis. Ça demande un peu plus de compétences techniques. Ou peut-être pour des PME, des PMI en fait, qui gèrent de la crypto et qui veulent de la gouvernance. Ok. Juste MPC, donc c'est multi-party computing, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu le fait que, pour ceux qui sont familiers de Harry Potter, c'est un peu limite le système des Horcruxes, où il faut les réunir, plusieurs clés pour... plusieurs secrets pour vraiment reconstituer la clé. Final, maintenant, je trouve que c'est cool de conclure cet épisode par l'attitude à adopter quand on parle de crypto. Déjà, peut-être, il y a pas mal de bonnes pratiques. Déjà, rester discret sur ce qu'on possède. Je pense que c'est une bonne chose. Bien sûr, comme tu as dit, jamais divulguer cette liste de 12 ou 24 mots. Il y a quoi comme bonne pratique? Être attentif au phishing, ça, t'en as parlé. Pas faire trop compliqué, effectivement, parce qu'effectivement, le risque, c'est de perdre l'accès à ces clés.
Ça, je pense. Il faut s'éduquer. Il faut. Ou alors, je fais un peu de promotion, mais il faut m'appeler. Et puis mais en fait, déjà, il faut s'éduquer. La bonne pratique, la bonne attitude, c'est de pas céder en fait à la sirène du profit. C'est de se dire, ok, j'ai besoin quand même de contrôle. Et t'as plein de bonnes pratiques. L'attitude, comme tu disais, c'est comprendre en fait ce que tu fais, comprendre ce que tu as, comprendre ce que c'est une clé privée. Si tu es en self-custody, comprendre ce que c'est 24 mots et à quoi ça t'expose aussi comme risque. Comprendre que tu es toi-même aussi ton propre facteur de risque. Quand tu cèdes à quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai, donc il faut faire ses recherches toujours sur les projets sur lesquels tu investis. Il faut, on l'a dit, le phishing, jamais donner ces 24 mots, jamais les stocker. Peut-être aussi rester discret, parce que tu peux attirer la convoitise de personnes mal intentionnées. S'éduquer en permanence. Qu'est-ce que j'oublie ? Là, on parle d'attitude, on a parlé de plein de façons de sécuriser. Faire de la veille, je pense aussi. Et puis après, ça tout dépend de ton profil, quoi. Quelqu'un qui veut investir à long terme, il faut qu'il ait compris les choses une fois, 2 fois. Et puis après, il va pas trop toucher à ses fonds, il a son dispositif. Quelqu'un qui investit régulièrement. Les autres risques de te faire voler tes fonds, c'est pas est-ce que ta clé privée on l'a volée ou pas. C'est pas est-ce que l'échange. Un truc, je pense, important de rappeler, c'est que les plus grosses attaques, c'est soit des hacks d'échange, ou de protocole, des choses comme ça. En général, toi, en tant qu'utilisateur, tu peux pas faire grand-chose. Et c'est les scams. Voilà, c'est les arnaques, c'est les phishing et les scams. Et ça coûte... alors les scams, les phishing, ça coûte rien. Donc il faut être un peu en alerte dès lors que tu manipules tes transactions, dès lors que tu parles de tes activités crypto, dès lors que tu investis en crypto. Ok. Alors, et pour conclure, je dirais aussi, je pense que c'est important de savoir quels sont ses propres besoins, parce que si tu dis tiens, je vais mettre ça en place, et que finalement en fait c'est un peu overkill par rapport à ta situation, le risque c'est que ce que tu mets en place, c'est être trop important en termes de sécurité, que tu respectes pas ce que tu as mis en place. Donc avoir adapté, je pense, ces principes de sécurité à sa situation personnelle. Et je conclurai un peu peut-être là-dessus. Il faut se connaître, il faut diversifier, mais parfois il faut pas trop diversifier parce que sinon, en gros, tu peux te perdre toi-même en fait dans ton dispositif de sécurité. Et puis après, puis, peut-être qu'on en parlera un autre jour, mais après, effectivement, quand tu détiens un secret et que tu veux que personne d'autre l'ait, si t'arrive quelque chose, en gros, ton secret il est perdu. C'est ça. Donc tu as protégé ta crypto du vol. Par contre, personne ne peut la récupérer. Donc, est-ce que tu as finalement protégé ta crypto ? C'est ça, mais c'est marrant, ça me fait penser, c'est pas marrant, mais ça me fait penser en tout cas à un épisode avec Nicolas Louvet, donc CEO de CoinHouse, qui disait qu'au début de la maison du Bitcoin, il y avait un monsieur qui était venu le voir en disant voilà, mon fils est décédé, voici sa ledger sur laquelle il y avait des fonds, comment je peux les récupérer ? Et là, il était embêté parce que tu peux rien faire en fait, sans la clé privée. Tu peux pas, et donc du coup, c'est pour ça que... C'est aussi pour ça que parfois, cette self-custody, elle inquiète. Parce que là, on parle de crypto, mais la crypto, c'est de l'argent. L'argent, c'est du patrimoine. Et quand tu as une famille, ce patrimoine, en fait, il se transmet ou il s'hérite. Et sur la crypto, c'est quand même un actif numérique particulier. Il y a des tas de solutions qui existent, qui peuvent correspondre à des profils, pas à d'autres. Mais je pense que c'est aussi important d'investir, mais aussi de penser, en fait, à comment en gros... qu'est-ce que tu laisses comme trace en garantissant la confidentialité pour que des héritiers, ta femme, ton mari, tes enfants en fait, puissent la récupérer. Ouais, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je voulais faire un épisode justement avec un notaire à venir, donc on pourra en reparler. Rémi, merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut.